tous, vous êtes sur la chaîne YouTube Espagnol Pas à Pas. Je me présente, je m'appelle Karim Jouté, je suis enseignant d'espagnol et je tiens également le blog Espagnol Pas à Pas, astuces et conseils d'un prof, dans lequel je vous donne mes astuces et mes conseils de prof pour apprendre l'espagnol. Je me trouve aujourd'hui en compagnie de Madame Berthier. Merci beaucoup d'accepter cet entretien. Bonjour. Merci, bonjour. Madame Berthier, vous êtes agrégée d'espagnol, ancienne élève de l'école normale supérieure, ancienne membre de la Casa de Velázquez, et vous êtes aujourd'hui directrice de l'UFR d'études ibériques et latino-américaines de Paris-Sorbonne, où j'ai fait mes études. Donc c'est un honneur et un vrai plaisir de réaliser cet entretien avec vous. Vous êtes également l'auteur de ce livre, Fidel Castro, Arrêt sur image, dont nous parlerons tout à l'heure. J'ai fondamentalement appris l'espagnol au lycée. Ça s'appelait lycée à l'époque, il n'y avait pas de différence entre le collège et le lycée, donc en classe de 4e. Et j'ai appris l'espagnol à travers un manuel qui s'appelait Por el Mundo Hispánico, un manuel qu'avaient déjà utilisé mes frères, mes grands frères, et qu'avaient déjà utilisé des générations d'Espagnols. Un vieux manuel dans lequel on apprenait l'espagnol à partir de textes littéraires. Alors justement, quelles sont les principales, peut-être que des lecteurs vont se reconnaître dans votre parcours, quelles sont les principales difficultés que vous avez rencontrées dans votre apprentissage et comment vous les avez dépassées? Alors les difficultés, alors évidemment pas de difficulté de compréhension, on va dire, de compréhension comme peuvent les poser les autres langues, l'anglais ou l'allemand, dans la mesure où il y a un accès quand même assez rapide à cette langue. En revanche, pour les textes littéraires, des difficultés grammaticales et des difficultés de conjugaison, des difficultés syntaxiques que ne pose pas justement, en tout cas l'anglais, puisque c'était ma deuxième langue. Alors, bon, pour les problèmes lexicaux, évidemment, apprendre par cœur le vocabulaire. Je me souviens d'une expression en absoluto que j'avais apprise par cœur et que j'avais mise dans une copie et qui m'avait valu un très bien du professeur. En réalité, je crois que c'est une expression qui suffisait très peu dans la langue parlée espagnole. Et puis par cœur, je veux dire, apprendre les conjugaisons par cœur, les règles de grammaire par cœur, c'était quand même essentiel de l'apprentissage. Alors après, évidemment, le revers de la médaille de cet apprentissage, qui est un apprentissage quand même essentiellement littéraire, qui est un apprentissage essentiellement écrit, c'est que lorsque je me suis retrouvée pour la première fois en immersion complète en Espagne, assez tardivement, en première année de prépa, donc juste après le baccalauréat, j'avais beaucoup de mal à m'exprimer pour parler du quotidien, la vaisselle, etc. J'étais en colocation et mes camarades me disaient que je parlais comme dans les pièces de théâtre du XVIIe siècle. C'est un style. D'accord. Voilà, oui, donc... Tout à fait. Alors l'immersion, c'est aussi important de pratiquer en immersion le plus tôt possible. Tout à fait. J'ai souvent la question via le blog, pour ceux qui parlent déjà un espagnol de qualité, mais qui n'est pas parfait et qui veulent vraiment parler acquérir un niveau excellent. Donc votre conseil, c'est de la rigueur, du travail, des fiches de grammaire Et puis bon, moi je défends cet exercice qui est peut-être un peu obsolète, enfin qui reste quand même au cœur de nos formations et de la formation des professeurs d'espagnol, la traduction. L'exercice de la traduction qui est vraiment l'exercice qui permet de mesurer cette subtilité à la fois lexicale, syntaxique. Alors justement, c'est très intéressant parce que beaucoup de personnes voient la traduction comme une finalité de l'apprentissage. Quand je parlerai espagnol, je pourrai traduire des textes et traduire des choses, mais vous nous dites que l'exercice de traduction peut être un moyen d'apprendre la langue. Absolument, oui. D'accord. Alors une autre question que les lecteurs me posent souvent, donc je profite de votre présence, quand
on est en immersion linguistique et j'ai beaucoup de lecteurs qui vivent déjà en Espagne, en Amérique latine, donc ils ont une facilité pour pratiquer la langue. Comment faire quand on vit en France, en Belgique, au Québec et qu'on est dans un milieu francophone? Comment faire pour travailler son oral, pour progresser à l'oral rapidement? Aujourd'hui, il existe ce qui n'existait pas quand moi j'ai appris l'espagnol, Internet, avec toutes ces possibilités visuelles, enfin audiovisuelles et audio, d'entendre des dialogues, des conversations, des journaux télévisés, etc., en langue espagnole. Alors avec en plus la possibilité assez fascinante d'entendre les langues espagnoles qui sont parlées dans le monde. Parce que là, je reviens du Mexique. Le mexicain n'est pas du tout la même chose que le castillan, ni que le cubain, le vénézuélien, etc. Du point de vue lexical, du point de vue syntaxique également. Donc s'habituer à non seulement divers accents, mais diverses modalités de la langue espagnole. Ça, et puis alors moi, ce que j'ai beaucoup utilisé en revanche, et ce que je conseille, bon, après c'est peut-être une affaire de goût, c'est la chanson. La chanson, donc écouter les chansons, apprendre par cœur les chansons et restituer les chansons, traduire, ça permet de se mettre dans un bain linguistique. Alors il y a des moyens, parce que il y a eu une époque où j'avais quand même un accent très, très marqué, qu'on m'avait fait remarquer à l'oral de l'entrée à Normal Sup, sur lequel j'ai travaillé pour l'année suivante. Et en fait, j'ai travaillé en m'enregistrant, donc en lisant des textes, en marquant de façon très appuyée et l'accentuation et les sons que j'avais du mal à prononcer. Et j'ai vraiment beaucoup gagné. Alors, dernière question sur la langue, après on parlera de votre ouvrage, peut-être un peu plus difficile. On a souvent des questions sur la motivation des gens qui sont prêts à lâcher, parce qu'apprendre une langue, ça demande beaucoup de temps, c'est un travail sur la durée. Est-ce que vous avez des petites astuces, des petits conseils pour garder la motivation en langue? Alors, je pense que, si on s'adresse à un public de jeunes, il y a les séries télévisées, il y a les telenovelas, et je pense qu'avoir une motivation sur la durée peut passer, du point de vue linguistique, par... alors bon, je parle des telenovelas, mais ça peut être écouter la radio, écouter un programme, écouter un programme radiophonique ou un programme télévisé sur un sujet qui nous intéresse. Si on aime le cinéma, un programme sur le cinéma. Si on aime le foot, il y a de quoi faire, le foot, la cuisine, etc. De façon à ce que la langue ne soit pas déconnectée de ses passions, de son être, et qu'elle soit en lien avec un élément qui passionne. Et à partir de là, ou aimer un cinéaste, Almodovar, voilà, ça peut être l'élément qui permette de surmonter ce moment où, effectivement, dans l'apprentissage d'une langue, il y a un moment où on a l'impression qu'on ne pourra pas aller plus loin. Donc voilà, la passion et les possibilités qu'offre Internet aujourd'hui qui permettent de ne pas décrocher. C'est ça, les émotions en fait. Les émotions sont très importantes. On n'en a pas toujours conscience, mais pour l'apprentissage et l'acquisition d'une langue, les émotions sont très très importantes. Donc charger émotionnellement une langue en passant par des séries, par des voyages, par des rencontres avec des natifs, une amitié avec un hispanophone, une hispanophone, ça permet d'apprendre vraiment plus rapidement la langue.